Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire un résumé de l'ensemble du chapitre de SES de Terminal, comment lutter contre le chômage. Pour commencer, le programme nous invite à définir la notion clé du chapitre, celle de chômage. Il y a deux façons en l'occurrence de définir le chômage. Soit vous dites que ce sont les personnes qui n'ont pas d'emploi mais qui en cherchent un, ou vous dites que c'est la situation où l'offre de travail est supérieure à la demande de travail. Alors par rapport à cette définition, une petite précision, l'offre de travail, ce sont les travailleuses et les travailleurs puisque ce sont ces personnes qui vont justement proposer leur force de travail, alors que la demande de travail, ce sont les entreprises, les emplois disponibles, puisque ça désigne le travail que les entreprises cherchent à utiliser. Donc, offre de travail supérieure à la demande de travail, il y a plus de personnes qui sont sur le marché du travail, qui veulent travailler, que d'emplois disponibles. Très simple. Au-delà de ces deux définitions assez simples, donc, il faut savoir quand même que la mesure du chômage par l'INSEE repose sur des critères précis qui, en l'occurrence, ne sont pas exactement les mêmes que ceux utilisés par Pôle emploi et le ministère du Travail pour mesurer le nombre de demandeurs d'emploi. Le programme vous invite ensuite à parler du sous-emploi. Donc là, c'est la situation des personnes qui ont un emploi mais qui souhaiteraient travailler plus. En gros, parce qu'elles sont en temps partiel subi, chômage partiel, chômage technique. Donc même si elles ont un emploi, elles peuvent rechercher un nouvel emploi où elles pourraient travailler plus. On pourrait aussi, pour compléter la mesure du chômage, parler du halo du chômage, mais ce n'est pas mentionné directement dans le programme, donc. Ensuite, le programme s'intéresse aux causes du chômage et aux politiques à mettre en place, à commencer par le chômage conjoncturel. En l'occurrence, le chômage conjoncturel, c'est le chômage qui est lié à la situation économique ou, pour reprendre la formulation du programme, aux fluctuations de l'activité économique. Pour faire simple, c'est le chômage qui apparaît lorsqu'il y a une crise économique. Les entreprises voient la demande pour leurs produits diminuer, donc elles baissent leur production. Puisqu'elles produisent moins, elles ont besoin de moins de travailleuses et de travailleurs, ce qui crée du chômage. Moins d'embauches, plus de licenciements. Donc là, la politique à mettre en place, elle est très simple. Il s'agit de politique de soutien à la demande. L'État doit intervenir pour maintenir la demande de biens et de services, ce qui va permettre aux entreprises de continuer à produire autant et donc de maintenir leur niveau d'emploi et de ne pas avoir une augmentation trop forte du chômage. Deux outils principaux pour justement relancer la demande, la politique budgétaire qui est fondée donc sur l'utilisation du budget public à travers une augmentation des dépenses ou une baisse des prélèvements obligatoires, et la politique monétaire qui est fondée sur la variation de la masse monétaire à travers notamment une baisse des taux d'intérêt directeurs par la Banque centrale. Ensuite, on vous parle du chômage structurel qui est l'inverse du chômage conjoncturel. C'est donc une forme de chômage qui est liée à des dysfonctionnements sur le marché du travail, mais qui n'est pas liée à la situation économique. On va donc retrouver cette forme de chômage même quand il y a une situation économique favorable, avec de la croissance et une demande forte pour les biens et les services produits par les entreprises. Plusieurs causes de chômage structurel, on commence par les problèmes d'appariement. Donc les problèmes d'appariement, c'est quand on n'arrive pas à bien relier les travailleuses et les travailleurs disponibles sur le marché du travail aux emplois disponibles. Plusieurs causes. On vous parle par exemple des inadéquations spatiales. Les travailleuses et les travailleurs sont dans une région, les emplois sont dans une autre région et donc on n'arrive pas bien à relier les uns aux autres. C'est facile à comprendre. Autre problème d'inadéquation, de qualification. Les travailleuses et les travailleurs ont certaines qualifications, ont une certaine formation et ça ne correspond pas à ce que recherchent les entreprises. Ok. Enfin, dernier problème, les questions de friction. Donc là, parfois, on va même parler de chômage frictionnel. C'est lié au fait qu'il y a toujours un certain délai sur le marché du travail entre le moment où vous commencez à chercher un emploi et celui où vous en trouvez un. Et donc, plus ce délai de recherche d'emploi sera important, plus le chômage sera important. Du coup, différentes politiques à mettre en œuvre et notamment le programme met l'accent sur les politiques de formation pour faire en sorte justement qu'il n'y ait plus ou qu'il y ait moins d'inadéquation de qualification entre les travailleuses et les travailleurs, que les personnes au chômage puissent facilement trouver un emploi qui correspond justement aux caractéristiques que recherchent les entreprises. Autre cause possible du chômage structurel, les asymétries d'information. Alors petit rappel de première, les asymétries d'information, c'est la situation où un acteur sur un marché possède des informations que les autres acteurs n'ont pas. Ici, quand on parle d'acteurs, on fait référence à l'offre et à la demande. Donc, est-ce que l'offre a des informations que la demande n'a pas ou inversement?
En l'occurrence, sur le marché du travail, l'offre de travail, qui, je le rappelle, désigne les travailleuses et les travailleurs, possède des informations sur leur niveau de productivité, sur les efforts qu'ils vont faire pour rapporter de l'argent à l'entreprise, que l'entreprise ne connaît pas totalement. Donc il y a une asymétrie d'information en faveur des travailleuses et travailleurs. Pour réduire les effets de cette asymétrie d'information, les entreprises peuvent proposer des salaires plus importants que ce à quoi on s'attendrait dans la théorie classique du marché du travail. Donc c'est ce qu'on appelle le salaire d'efficience. C'est un salaire qui est plus élevé pour augmenter la productivité des travailleuses et travailleurs. Donc là, plusieurs explications. Ça peut notamment attirer les personnes les plus qualifiées, les maintenir dans l'emploi, mais aussi, surtout quand c'est fondé sur des primes, les pousser à faire des efforts pour apporter plus d'argent à l'entreprise. Le lien avec le chômage, il est un peu compliqué, mais on peut imaginer tout simplement que ça augmente le coût du travail pour les entreprises et que ça aussi réduit les ressources qu'elles ont pour créer des emplois, elles mettent plus de ressources sur un seul emploi où elles augmentent les salaires. Mais bon, c'est un peu compliqué et de fait, il n'y a pas vraiment de politique qui serait adoptée pour lutter contre eux. Ensuite, on vous parle des effets des institutions qui encadrent le marché du travail sur le chômage et on précise que ces effets peuvent être positifs ou négatifs. On s'intéresse notamment à deux institutions et on va commencer par le salaire minimum. Effet positif du salaire minimum, ça permet essentiellement de rééquilibrer la relation entre les travailleuses et les travailleurs d'un côté et les entreprises de l'autre, ce qui permet ainsi de lutter contre la pauvreté et les inégalités, ce qui en fait peut avoir des effets positifs, même économiques, quand ça permet aux travailleuses et aux travailleurs d'être plus productifs, mieux motivés, car ils sont plus assurés de la stabilité de leurs revenus, et par conséquent, ça peut jouer sur la productivité et la croissance à long terme. Par contre, il peut y avoir des effets négatifs du salaire minimum sur le chômage, notamment si ce salaire minimum est fixé à un niveau qui est considéré comme trop élevé. Ça, on le voit bien graphiquement. Si vous avez un salaire minimum qui est supérieur à ce que serait le salaire d'équilibre, donc en gros, le salaire d'équilibre, ce serait le salaire pour lequel l'offre et la demande de travail seraient égales, pour lequel il y aurait autant de personnes qui voudraient travailler que d'emplois disponibles, si vous avez un salaire minimum qui est au-dessus de ce niveau d'équilibre. Du coup, on ne peut pas atteindre ce niveau d'équilibre parce que justement, il y a le salaire minimum qui empêche de descendre jusque-là. Donc ça veut dire que finalement, vous aurez un niveau de salaire qui sera trop élevé, qui va attirer trop de personnes sur le marché du travail et surtout qui va décourager les entreprises de créer assez d'emplois. Donc vous voyez bien ici, l'offre de travail est supérieure à la demande de travail, là, et je le rappelle, ça c'est la définition du chômage. Offre de travail supérieure à la demande de travail. Donc voilà, salaire minimum trop élevé provoque du chômage. Ce qu'on va souvent appeler du chômage classique, qui désigne de façon générale l'ensemble de chômage lié au coût du travail. Ensuite, autre institution qui encadre le marché du travail, les règles de protection de l'emploi. En gros, les règles qui disent à quel point est-ce qu'il est difficile de licencier quelqu'un. Donc il y a des effets positifs qui sont assez évidents, tout simplement parce que ça va justement empêcher de licencier et donc de mettre au chômage des individus, mais ça permet aussi de justement, en les maintenant dans l'emploi, maintenir leurs compétences, maintenir leur productivité, ce qui est bon pour la croissance à long terme et les emplois qui vont avec. Par contre, ça a aussi des effets négatifs, car ça veut dire que c'est plus compliqué pour les entreprises de s'ajuster, notamment lorsque la demande baisse, ce qui peut provoquer des problèmes en termes de destruction créatrice, justement maintenir des activités, des emplois qui en réalité devraient disparaître et qui vont freiner la croissance à long terme, et donc freiner les créations d'emplois. On pourrait aussi ajouter l'argument porté par les représentants des entreprises, selon lequel, si justement c'est trop compliqué de se séparer des salariés, les entreprises vont préférer ne pas embaucher tout court, plutôt que de prendre le risque d'avoir un salarié dont elles ne pourront pas se séparer quand elles n'en auront plus besoin. Pour lutter contre le chômage provoqué par ces institutions qui encadrent le marché du travail, il faut mettre en place des politiques spécifiques. En l'occurrence, pour atténuer les effets négatifs des règles de protection de l'emploi, on va mettre en place des politiques de flexibilisation. La flexibilité du travail désignant la capacité des entreprises à ajuster leur travail aux variations de la demande. Donc là, c'est très simple, on va diminuer les règles de protection de l'emploi pour permettre aux entreprises de s'ajuster facilement quand la demande diminue ou augmente. On peut ensuite mettre en place des politiques d'allègement du coût du travail. Ces politiques permettent d'atténuer les effets d'un salaire minimum trop élevé, mais de façon générale d'atténuer les effets d'un coût du travail trop élevé.
car un coût du travail trop élevé, que ce soit lié à un salaire minimum trop élevé ou à d'autres choses, ça va poser problème puisque si le travail coûte trop cher, les entreprises peuvent remplacer du travail par des machines, donc par du capital, peuvent remplacer les emplois dans le pays par des emplois à l'étranger, donc délocalisés, et ensuite recourir au commerce international, ou peuvent encore simplement décider de créer moins d'emplois ou avoir moins d'argent pour investir et ensuite créer plus d'emplois à long terme. Donc pour éviter tous ces problèmes, on va chercher à baisser le coût du travail. Donc évidemment une solution c'est baisser le salaire minimum, baisser les salaires, mais c'est compliqué notamment parce que du coup ça veut dire qu'on augmente le risque de pauvreté et les inégalités au niveau des travailleurs et travailleuses. Donc l'autre solution à laquelle on peut avoir recours, c'est jouer sur les cotisations sociales, qui en gros sont des prélèvements obligatoires qui servent à financer la sécurité sociale, qui sont liés au salaire. Donc en gros, c'est la différence entre le coût du travail, tout ce que paye l'entreprise, et le salaire net que reçoit le salarié ou la salariée à la fin du mois. Donc en réduisant les cotisations sociales, vous réduisez le coût du travail pour les entreprises sans toucher au salaire net reçu par les travailleuses et les travailleurs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc vous voyez bien qu'en 5-10 minutes, on n'a pas trouvé de baguette magique pour faire totalement disparaître le chômage, mais j'espère que vous avez bien compris qu'il y avait différentes explications du chômage et pour chacune de ces explications, des politiques spécifiques. Le gouvernement va donc jouer sur ces différents leviers pour essayer de lutter contre le chômage. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, si elle vous est utile pour vos révisions, ce qui est l'objectif, n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, laissez-les en commentaire et je serai ravi d'y répondre. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée.